Ce podcast vous est offert par Vaudoise Assurance. Jean-Christophe, un parcours atypique. Tu commences comme avocat, je crois, ta carrière, pour finir CEO d'une entreprise. Explique-moi un petit peu ton parcours. Alors, Nicolas, c'est le parcours de quelqu'un qui a toujours eu envie de faire des choses intéressantes, qui a toujours voulu se lever le matin avec du plaisir et essayer malgré tout de réaliser des rêves. Et puis moi, depuis toujours, j'ai eu le rêve de pouvoir développer une entreprise, une idée, et de faire quelque chose de créatif. Voilà. Et comme avocat, tu es créatif parce que tu aides à monter des business, tu aides à résoudre des problèmes, ce qui est très important. Et puis après avoir fait ça une dizaine d'années, je me suis dit, c'est le moment pour moi d'essayer de faire quelque chose dans le domaine de l'entreprise. C'est un risque, non ? Ah, ça a été un énorme risque. Pour moi, oui, j'avais 34 ans. Et quand cette idée m'est venue, j'ai été voir un chasseur de tête en lui disant, voilà, je suis avocat, donc je sais à peu près tout dans l'existence. J'ai tout compris. J'avais une très haute idée de moi. Et donc, je cherche à diriger une petite entreprise, etc. Et puis, le chasseur de tête m'a dit, mais monsieur Calmès, mais vous êtes vieux. Vous avez 34 ans. Et j'étais reparti de là catastrophé. Mais heureusement, dans la vie, on n'écoute pas toujours ni les bons ni les mauvais conseils. On fait son chemin. Tu parles de plaisir, d'avoir le sourire à se lever le matin. C'est clé, je pense, dans une carrière. Mais comment est-ce que c'est très personnel à chaque individu, selon toi, où il y a vraiment des façons, des années, des recettes magiques pour être heureux tous les matins. Alors, moi, je crois, honnêtement, que ça dépend beaucoup de la capacité qu'on a de s'écouter, au final. Je crois qu'on apprend beaucoup dans la vie à pas s'écouter. Puis parfois, il faut s'écouter. Puis quand on s'écoute un peu et qu'on sait ce qu'on aime, les choses sont super faciles. C'est-à-dire, si on n'a pas un peu de passion et qu'on n'est pas là avec vraiment l'envie et la passion, c'est difficile de faire des choses vraiment... de développer des choses importantes parce qu'il faut beaucoup de passion. La vie professionnelle, je t'apprends rien, c'est pas une mince affaire, quoi. J'entends, il y a des jours avec, il y a beaucoup de jours sans, et si t'as pas de la passion, je vois pas comment tu t'en sors. Donc le matin, quand on se lève, moi je trouve il y a 2 moments dans la semaine qui sont super. Le dimanche soir et le lundi matin. Pour moi, ça a été évidemment, comme pour beaucoup de monde, des moments de baromètre, un peu de savoir comment je me situais. Et par exemple, quand j'étais avocat, je voyais des choses qui me touchaient beaucoup, c'est-à-dire des consoeurs et des confrères passionnés. Et je ne me reconnaissais plus dans cette passion-là, à cette époque-là. Mais tant de sacrifices pour être avocat, pour finir quitter cette discipline-là, c'est dur, non ? Ouais, écoute, moi j'ai adoré mon métier d'avocat, ça n'a pas été des sacrifices, et c'est un métier pour lequel j'aurais tout donné. Et puis après, on change, les envies changent, et on a le droit de changer, en fait. Ouais. Et finalement, c'est vrai qu'avocat, c'est peut-être un métier qui paraît une fois pour toutes pour la vie. Oui, je pense que c'est vrai pour beaucoup. Et puis, il y a quelques personnes pour qui c'est moins vrai. Moi, j'ai beaucoup de consoeurs et confrères qui sont devenus magistrats, qui ont fait d'autres carrières. Mais c'est vrai, le dimanche soir, quand tu te poses la question de savoir comment tu vas vivre ta semaine, si tu as une boule au ventre, si tu as la gorge serrée en te disant « Oh là là », je pense que c'est des moments où il faut se dire « Tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour faire des choses que j'aime ?» C'est intéressant ce que tu dis. Moi, j'entends beaucoup d'entrepreneurs ou de patrons d'entreprise qui disent justement « Aujourd'hui, on aura 5, 6, 10 métiers dans notre carrière, alors qu'avant, on avait souvent un métier ou 2 métiers. » Est-ce que c'est lié au fait qu'on n'avait pas ce luxe à l'époque de pouvoir simplement changer, etc. Ou est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une société un peu plus de distraction, où on s'ennuie plus rapidement ? Est-ce que c'est quelque chose qui est générationnel, selon toi, ou ça a toujours été là ? Non, moi je crois que ça n'a pas toujours été là. Ouais. Je crois que, évidemment, mais là, moi je ne suis pas sociologue ni rien, je te dis mon point de vue juste comme ça. Moi je crois que dans une société où tu as...
comme en Suisse, une société qui a des moyens, qui est plutôt riche, avec un accès pour beaucoup à la formation, etc., tu élèves heureusement le niveau des attentes des gens. Et moi, c'est plutôt beau dans un pays quand les gens peuvent commencer à penser en termes de rêve plutôt que juste en termes de survie. Et en 2 générations, on a fait un voyage extraordinaire. Quand tu penses peut-être pour les gens pendant la Deuxième Guerre mondiale et même après, il s'agissait de survivre. Aujourd'hui, on a ce luxe de se dire, tiens, qu'est-ce qu'on a envie de faire pour s'élever, se développer. Et encore, pas tout le monde a cette chance, ni ce luxe-là, par rapport au parcours de vie qu'on a. Hein. Moi, je suis conscient d'avoir été très privilégié à tous les niveaux, vraiment. Et donc, je pense que ça n'a pas toujours été comme ça, et encore aujourd'hui, ce n'est pas comme ça pour tout le monde. C'est toujours très facile de dire suis tes rêves, etc. D'autant plus que tu as des moyens, d'autant plus que tu as une formation. Je pense que c'est facile de le dire. C'est plus dur à faire, mais ce n'est pas parce que c'est plus dur à faire qu'on ne peut pas le faire. Mais souvent, quand c'est dur, il faut chercher à se préparer, il faut mettre en place ce qu'il faut avoir de la patience, il faut rencontrer les bonnes personnes. Le parcours d'entrepreneur qui a été le mien, qui est le mien, moi je me qualifierais plutôt d'entrepreneur créatif, par opposition peut-être au pur businessman qui est là pour faire un maximum d'argent. Je pense que cet itinéraire-là, il n'est pas facile, et puis il se construit petit à petit. C'est un travail sur des années, en fait. Je suis toujours choqué. Matt, tu pourras confirmer aussi. On a eu beaucoup d'entretiens avec beaucoup de personnes. Et contrairement à ce que je pensais, toutes les personnes dans ta position disent qu'il faut s'écouter. Il faut s'écouter, suivre ce qu'on aime, parce que sinon c'est compliqué. Et moi, j'ai toujours je suis peut-être quelqu'un d'isolé, mais j'ai eu une éducation où on me disait plutôt, t'écoutes pas, tu dois faire des efforts. T'écoutes pas, c'est trop facile de s'écouter. Comment est-ce que tu vois, tu me suis, hein. Comment est-ce que ces 2 axes totalement opposés arrivent à se mélanger et à être équilibrés? Ah ouais, j'ai une bonne nouvelle pour toi par rapport à ça. Je crois que dans la vie, c'est difficile de faire aux autres ce qu'on ne fait pas pour soi. Donc les gens qui prétendent savoir écouter les autres, mais qui ne s'écoutent pas eux-mêmes, c'est compliqué. Et quand tu es dans un métier d'entrepreneur, où tu es là fondamentalement pour trouver des idées, des services, des produits qui vont être utiles aux gens et qui leur apportent quelque chose de plus, tu dois être à l'écoute de ce que les gens ont besoin. Moi, l'idée de Swiss Billing, qui nous donne l'occasion de nous rencontrer aujourd'hui, c'est une idée qui est venue de me dire qu'est-ce que les gens pourraient avoir envie, besoin. C'est donc d'écouter ce que les gens ont à te dire. Moi, j'étais dans un métier avant assez... Ma première entreprise, c'était du recouvrement de créances. Donc, je n'ai eu de cesse que de vouloir rapidement faire autre chose, parce que c'est un métier qui est particulièrement peu rigolo. Mais c'est à force d'écouter les entreprises me dire, mais qu'est-ce que j'aimerais n'avoir aucun problème d'encaissement, qu'à force de les écouter, je suis venu à l'idée de Swiss Billing. Mais pour écouter les autres, tu dois être forcément un petit peu là pour t'écouter toi-même. Et je pense que c'est un peu une illusion de dire que tu peux être attentif que aux autres sans être un peu attentif à toi. Ça ne veut pas dire être complaisant. Ouais. Ça veut dire être simplement bienveillant à ce qu'on ressent et sans faire de la psychologie du café du commerce. C'est d'être juste à l'écoute de ses intuitions, de ses feelings. Puis après, comme toute personne normale, tu fais un peu le tri. Hein. Il y a des choses où j'entends, moi, parfois, le lundi matin, sans quelques cafés, un peu la schlag de mes collègues, j'ai de la peine à me mettre en route. Donc là, mieux vaut que je ne m'écoute pas trop, puis que j'écoute Christophe ou Pascal ou mes autres collègues me dire, écoute, mon pote, on t'attend avec quelques résultats. Alors, tu as écouté les autres, tu as détecté qu'il y avait besoin d'un service, tu as créé Swiss Billing. Est-ce que tu peux juste nous expliquer brièvement ce que c'est? En tout cas, quel service tu offres aux entreprises? Ouais. Voilà, dans mes moments fous, moi j'aimerais avoir développé un service sexy qui fasse plaisir aux consommateurs dans leur ensemble, ou bien, je sais pas, moi, diriger une agence de mode, ou je sais pas. Non, moi, mes idées, elles sont venues de mon monde, du monde du recouvrement de créances à la base. Ouais. Quand j'étais avocat, je faisais du droit et du recouvrement en mode, j'ai envie de dire, artisanal et manuel, tu vois, 1 cas, 2 cas, 3 cas. Quand j'ai voulu développer ma première entreprise, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire de manière plus large, et le recouvrement de créances tombait un peu sous le sens. Et encore que j'y suis venu un petit peu différemment, mais peu importe.
Swissbilling, ça dérive de ce constat que beaucoup d'entreprises m'ont fait, qui était qu'elles avaient de la peine à la fois à offrir le paiement par facture à leur clientèle, ce qui est un moyen très suisse de proposer de payer quelque chose, et qui est fondé sur la confiance. Donc tu offres le paiement par facture parce que tu as envie de montrer au fond à quelqu'un que tu lui fais confiance, et puis tu donnes à ton client également l'occasion de te faire confiance, puisque finalement il va régler que après que tu aies fait ta prestation, que tu aies vendu. Mais évidemment, la facture, elle va avec des problèmes d'encaissement, de recouvrement. Et puis à force d'entendre les gens se plaindre qu'ils avaient des problèmes, je me suis dit, bon, on va faire un service tout en un. C'est nous qui allons faire les factures, c'est nous qui les réglons tout de suite à notre client. Comme ça, il est payé tout de suite, et puis il n'a plus de risque. C'est nous qui prenons le risque. C'est un risque important. Et c'est nous qui allons faire l'encaissement, et le cas échéant, s'il faut vraiment procéder au recouvrement. C'était ça l'idée au début. Et donc, on a commencé avec l'idée d'un système de paiement qui simplifie la vie, d'un système de facturation qui simplifie la vie des entreprises. Puis très vite, quand tu fais ça, en réalité, tu donnes aux gens du temps pour payer. Tu leur permets de payer après. Et quand tu leur donnes le temps de payer après, tu leur donnes le temps de payer après avoir reçu la marchandise. Donc, tu leur donnes le temps de la confiance, c'est très important. Tu leur donnes du temps pour payer après qu'ils reçoivent leur salaire, ce qui est très important, à 30 jours. Puis dans le temps, après, on a dit, si les gens peuvent payer à 30 jours, pourquoi ne pourraient-ils pas payer en 3 mois, en 12 mois, etc. Et petit à petit, on a fait de notre système, qui était un simple système de facturation, un système qui permet de financer les achats. Voilà. Okay. Et Swissbilling a fait toute cette progression. Et nous, ce qu'on est devenu, au fond, c'est un système qui permet aux entreprises d'offrir une solution à leurs clients pour pouvoir accéder à des biens, à des services qu'ils ne peuvent pas régler forcément en une fois. Et puis, pour nos clients consommateurs, de pouvoir avoir une expérience de paiement flexible. Et j'ajouterais, pour moi, c'est très important, qui soit humaine, c'est-à-dire qui soit normale, qui ressemble à la vie de tous les jours, ce que les sociétés de recouvrement n'ont pas en général comme habitude. On est dans la dureté, on est dans les rappels, dans ce genre de choses. Mais c'est un service donc, qui intéresse tout le monde. Écoute, c'est un service, quand on l'a lancé en 2010, qui était tout à fait nouveau en Suisse, qui intéresse beaucoup d'entreprises. Par contre, elles doivent ouvrir leur compte, quoi. Elles ont une sorte de transparence avec vous sur Pas forcément. Écoute, on est un moyen de paiement parmi d'autres. Souvent, si tu prends tout le commerce en ligne qui travaille avec nous, on est un des moyens de paiement disponibles sur un site. Tu as les cartes de crédit, tu as le paiement par facture. Nous, habituellement, on signale que le paiement par facture est avec Swissbilling. Parfois, on est moins visible, on est un peu en marque blanche. On est un moyen de paiement parmi d'autres. Et au fond, les entreprises n'ont pas besoin forcément de nous dévoiler tous les tenants et aboutissants. Elles nous installent comme tu installerais PayPal ou autre, en fait. D'accord. Sur les sites où nous nous trouvons, vu l'importance du moyen de paiement par facture en Suisse, on représente très vite entre 20 et 40% des parts de paiement utilisées sur le site. D'accord. Les gens aiment payer par facture. Bien sûr, surtout en Suisse, je crois. Oui, parce que tu as de nouveau accès à une expérience normale, c'est-à-dire tu reçois quelque chose, ça te plaît, tu le règles après. La perception du client final de recevoir une facture qui n'est pas vraiment avec le logo de l'entreprise à qui il a acheté quelque chose, ça pose problème ou ça Oui, ça peut poser problème si tu ne le gères pas bien. Parce que ça peut être perçu comme un manque de confiance. Alors, aussi de l'entreprise. Dans le commerce en ligne, c'est assez banal. Ouais. Donc, c'est pas quelque chose qui choque. Et encore, il faut être vraiment avec nos clients très en lien, c'est-à-dire il faut qu'on organise ça de manière à ce que ça soit une expérience plaisante et il faut aussi qu'il n'y ait pas de surprise. Donc, ça passe par annoncer notre existence, bien faire comprendre qu'on est un moyen de paiement. Et les gens, si tu veux, quand ils reçoivent une facture de nous, ils ne sont pas plus étonnés que lorsqu'ils reçoivent leur décompte de carte Mastercard ou Visa. Pour eux, c'est la même chose. D'accord. Voilà, on est un moyen de paiement. Dans le commerce en magasin, là où on est aussi très très présent, il faut que notre partenaire nous annonce et explique sa démarche. Et il faut que nous soyons à la hauteur, parce que tout ce qui touche au porte-monnaie touche à des choses très sensibles chez les gens, et tu ne peux pas te permettre
de traiter ça avec légèreté ou sans beaucoup de sérieux et de proximité. Nous, sur 100 factures envoyées, on a environ 10% des gens qui vont prendre contact avec nous pour beaucoup de motifs. Tantôt parce qu'ils ont égaré la facture, ils veulent qu'on leur envoie un duplicata, tantôt parce qu'ils veulent pouvoir décaler un peu le paiement. On est dans une situation qui est toujours finalement assez proche des gens. Donc il faut être, j'ai envie de dire, allez, on utilise un grand mot, il faut être digne de cette proximité, de cette confiance. Donc il faut être très précis. Un très bon service clientèle. Oui, il faut essayer de le faire en proximité. Ça commence par le faire en Suisse et pas depuis l'étranger, ce qui peut être une tentation pour limiter les coûts. Mais nous, on ne fait pas ça. On fait attention que les call centers soient de nous, d'abord nos propres employés, et puis dans toutes les langues nationales parlées et également en anglais pour que les gens puissent, quand ils ont un problème, avoir l'impression d'avoir un interlocuteur qui les comprend. Donc Swissbilling, c'est une innovation, c'est une création, en tout cas ça a été. Aujourd'hui, c'est quand même bien implanté. Tu as aussi d'autres casquettes dans ta vie professionnelle. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le parcours des créateurs, c'est ça? Alors, tu as Génilem. Génilem, qui est cette association valdo-genevoise qui a été mise sur pied il y a maintenant plus de 20 ans et qui aide les jeunes porteurs de projets à développer leurs projets et à aller plus rapidement de l'idée jusqu'à l'entreprise. Donc, Génilem, c'est une association qui accompagne les jeunes startups pour leur permettre, par des conseils, ce qui est très spécifique, c'est vraiment un accompagnant par coaching, de mener leurs projets plus vite et plus loin. Et moi, je m'y suis... j'ai rencontré Génilem en 2015 et j'ai, pendant effectivement 1 année et demie, eu l'honneur, j'ai envie de dire, de diriger cette association vis-à-vis de laquelle je reste très engagé, qui me semble faire un sacré travail. Alors, quelle est la plus grande, avec ce regard-là, quelle est la plus grande erreur, la plus fréquente erreur lorsque des gens veulent lancer et créer une entreprise? Quel est ton conseil le plus récurrent, on va dire? Écoute, alors c'est une question qui est compliquée, parce que ça dépend un petit peu à quel moment tu rencontres la personne. Il y a un premier moment qui est de passer de l'idée au service lui-même ou à l'objet. Et là, je dirais qu'un des problèmes peut être de trop penser et de pas assez faire. Il y a un moment, il faut se lancer, il faut faire un premier prototype, il faut essayer quelque chose. Donc, il y a un mot que j'aime beaucoup en français qui est le mot velléitaire. Il y a des gens qui sont velléitaires, c'est-à-dire ils ont des tas d'idées, ils ont envie de tas de choses, mais ils ne transcrivent pas ça dans des actes et ils ne le font pas parce que le monde des idées est très agréable. Tu peux changer tout ce que tu veux. Quand tu commences à les transformer en objets, là, tu te rends compte, non pas que c'est difficile, mais tu rentres dans un autre mode. Tu es dans un mode où tu adaptes et tu changes et il n'y a rien qu'on fasse qui soit tout de suite bien. C'est toujours un peu merdique au début. Tu fais ce que tu peux au début. Sur Swissbilling, au début, je pourrais vous en raconter une tonne de choses drôles quand j'y pense, mais tu fais ce que tu peux. Donc, il faut passer à l'acte. Donc, passer à l'acte. Puis la deuxième chose, une fois que tu as passé à l'acte, il te faut éviter de faire quelque chose qui est très humain, qui est non seulement de diviser les risques, mais diviser les... Tu sais, on dit parfois il faut diviser ces risques en plusieurs paniers différents. Mais les gens, ils font ça aussi avec leur chance de succès. C'est-à-dire, ils s'éparpillent trop. Par peur d'échouer, ils veulent la jouer trop sûre et ils font plusieurs choses en même temps. C'est difficile de réussir quand tu es sur plusieurs projets simultanés. Très difficile. Alors, j'entends toutes celles et ceux qui vont dire « Ah oui, mais bon, il faut pouvoir s'offrir le temps et l'argent d'être sur un seul projet. » Je suis d'accord, mais très vite, il faut passer à un seul projet. Il faut concentrer ses chances de réussir. Donc, passer à l'acte, se concentrer. Et puis après, il y a un moment très important. C'est que tout projet est comme une fusée. Tu peux avoir fait la plus belle fusée du monde. Elle peut exploser. Alors ça, elle peut exploser, mais le problème, c'est qu'elle peut ne jamais décoller si tu ne mets pas du carburant dedans. Ouais. Et le carburant, c'est de l'argent. L'investissement. Et il y a un moment, il faut mettre de l'argent dans un projet. Et c'est une erreur de croire que les entreprises grandissent vite si elles n'ont pas de moyens pour le faire. Alors moi, je suis de ceux qui, par rapport au buzz marketing et à tout ça,
a été un grand blessé de tout ça, parce que moi, j'y ai cru à fond. Moi, pendant des années, j'ai pensé qu'une quoi qu'on peut se développer moi, j'ai sans pensé investissement. qu'une bonne idée allait se répandre toute seule, et puis qu'il Ouais. y avait du Zuckerberg en moi, et que j'allais réussir admirablement. Non. Zuckerberg, c'est un cas rare, et encore, je pense qu'il a eu beaucoup d'investissements, mais un projet pour réussir a besoin de beaucoup d'argent. Ouais. Et là, il faut être très aligné, c'est-à-dire, en fait, rapidement rencontrer des gens qui t'aident à comprendre quelle est le volume de carburant que tu as besoin pour mettre ton projet en orbite. Et ça se calcule. La bonne nouvelle, c'est que ça se calcule. Donc, il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas se dire c'est ou tout ou rien. Mais j'ai vu trop de gens qui s'épuisent dans des projets magnifiques, mais qui ne sont pas assez financés. Et ils ne se donnent pas les moyens de les financer. Ils se fatiguent et ils vont nulle part. Et ça, c'est très dommage. Ou alors, on peut avancer, croître, mais en arriver à une certaine limite. Pour passer à la deuxième étape, il faut de l'investissement. La plupart du temps. Mais alors là, tu as raison, et ça dépend des objectifs que tu as. Ouais. Mais moi, Swiss Billing, ça a été un exemple très parlant de ça. L'idée était excellente, on était en avance sur notre époque, en 2010, il n'y avait pas de concurrents. Mais moi, j'ai fait le pari, complètement faux, que l'idée était si bonne qu'elle se vendrait toute seule. Elle ne s'est pas vendue toute seule. L'idée a été comprise, a été développée par d'autres concurrents qui sont venus sur le marché. Et au moment où j'ai pris conscience qu'il fallait commencer à en faire la promotion, et ça ne se fait pas avec des idées comme ça se fait avec de l'argent, j'avais déjà des concurrents dans le marché et ça a rendu le travail beaucoup plus difficile. Et disons que moi, je trouve très important de redire aux entrepreneurs, ne croyez pas que vos idées vont être connues toutes seules. Ça coûte beaucoup d'argent. Et le développement commercial, c'est une vraie compétence. Il ne suffit pas d'avoir une bonne idée, il faut connaître des gens qui savent faire du développement. Et ça, moi, je ne savais pas ce que c'était à l'époque. Et je dois dire qu'humblement, j'ai beaucoup appris, après avoir passé des années à me dire, mais mon idée est merdique. J'ai appris qu'en fait, non, elle était insuffisamment financée, en fait. La Suisse crée encore beaucoup ? Moi, je crois que la Suisse crée beaucoup, tu sais. Oui, bon, il y a quelques légendes urbaines qui me plaisent parce qu'elles reviennent souvent. L'une, c'est par exemple, un petit peu en miroir de ce que tu dis là, c'est de dire, en Suisse, c'est mal vu de faire faillite. Tandis qu'aux États-Unis, quelqu'un qui fait faillite, il est glorieux. Je pense que, pour te donner un exemple, c'est totalement faux. Mais évidemment, si tu habites à Sambranché, où il y a 25 habitants et que tu fais faillite, tu es un petit peu ennuyé. Tu ne vas peut-être pas retrouver tout de suite des amis, parce que tu auras peut-être compromis quelques connaissances, etc. Si tu habites à Los Angeles, dans une ville de 13 millions d'habitants, j'entends ça se dilue. Alors, évidemment, en Suisse, on oublie toujours qu'on est un tout petit marché de 8 millions de personnes, trilingues, enfin quadrilingues si on prend nos amis des Grisons, donc c'est des micro-marchés. Tout ce que tu fais est dense, c'est-à-dire que tu touches vite beaucoup de monde de ta communauté. Tu es vite connu. Et donc, échouer dans ces conditions est moins facile que si tu es dans un marché de 380 millions d'habitants où tu te perds. Donc, en Suisse, c'est comme aux États-Unis, échouer n'a jamais de rôle. Et d'ailleurs, je recommande à tout le monde d'essayer de ne pas échouer, parce que c'est dur et ce n'est pas nécessaire. Mieux vaut essayer de penser comment faire juste et ajuster. Hein. Mais enfin, ça arrive qu'on échoue. Quant à la créativité en Suisse, elle est énorme, mais elle est évidemment d'un certain ordre, parce qu'elle est liée beaucoup aux autres études, à l'EPFL, à l'ETH, elle est liée à la biotech, elle est liée à des secteurs... On a cette culture, cet esprit de création en Suisse. On l'a beaucoup. Ouais. Tout ce que fait les hautes écoles, l'EPFL et les unis est extraordinairement productif de bonnes idées. Simplement, peut-être à la différence d'autres pays, comme les États-Unis en particulier, on ne produit pas forcément des idées B2C grand public. On produira des choses qui sont plus dérivées de la recherche fondamentale, etc. Donc tu es dans une innovation moins comment dirais-je, moins grand public, moins show-off. Ouais. Mais tu sais que typiquement, l'idée de Airbnb avait été développée bien avant au niveau de l'école hôtelière à Lausanne, dans un projet remarquablement similaire, mais qui n'avait pas l'écosystème que Airbnb a trouvé en Californie. Ouais.
Mais peu importe. Non, en Suisse, tu as beaucoup de créativité. C'est une bonne nouvelle. Ouais. Tu parles de... Donc, tu aides les gens à créer des sociétés. Maintenant, il y a une phase qui est très intéressante. C'est comment est-ce que et tu seras très bien placé pour en parler, comment est-ce que tu donnes de la valeur à une entreprise? C'est-à-dire, comment est-ce que... Déjà, sur quoi est basée la valeur d'une entreprise? C'est-à-dire, est-ce que c'est l'EBITDA? Pas que. Est-ce que c'est la notoriété? Est-ce que c'est le capital sympathique? Est-ce que ça a un rôle dans la création de valeur d'une entreprise? Est-ce que c'est les employés? Est-ce que c'est l'ensemble de tout ça? Ce qui m'intéresse, c'est de savoir, quand ton entreprise fonctionne plus ou moins, comment est-ce que tu arrives à faire en sorte qu'elle vaille plus? Ouais, c'est une très très bonne question que tu poses, parce que quand tu fréquentes des jeunes entrepreneurs, comme dans le cadre de Génilem par exemple, tu es souvent confronté, très rapide, tu es tout de suite confronté, mais c'est normal, c'est humain, à la partie rêve. C'est-à-dire, demain, je serai très riche, parce que mon idée, elle est géniale. Et c'est humain, moi j'accueille ça avec plaisir, parce que c'est finalement, ça fait partie du jeu. La valeur d'une entreprise, elle est dérivée soit du profit qu'elle génère, soit du profit que de potentiels investisseurs pensent pouvoir générer avec ton entreprise si tu l'as grandi et que tu l'as fait grandir beaucoup. Bon. Si moi j'ai un conseil à redonner par rapport à ça à toutes celles et ceux qui s'intéressent à créer des entreprises, c'est de se dire que leur outil de calcul doit rester leurs 10 doigts et rester des opérations très simples, l'addition, la soustraction, la multiplication. Il faut toujours se méfier d'Excel, parce qu'Excel, c'est une sorte de cocaïne pour l'entrepreneur qui arrive à y faire créer des modèles sublimement rentables, Ouais. mais tu as 3 cases que tu programmes faux et tu es complètement hors des clous. La réalité des choses, c'est qu'on va acheter ton entreprise par rapport à un multiple globalement de ton profit, ajusté évidemment. On peut faire quelques ajustements pour calculer ce profit en disant voilà, si tu es un entrepreneur, tu ne te payes pas de salaire, ben, il va falloir le réintégrer dans le calcul. Si au contraire, tu traites un peu trop ta société parce que voilà, tu veux bien vivre, ben, on va devoir l'ajuster. Mais à la base, l'investisseur, lui, et d'ailleurs, c'est très perturbant au début. Moi, je me souviens, au début, quand je parlais à des investisseurs, j'étais très vexé. Parce que moi, j'étais rempli de passion pour ce que je faisais par rapport au changement, à l'innovation. Et l'investisseur, il te dit, écoute, ouais, ok, bon, ton histoire de facture, c'est sympa, mais je vais gagner combien? Ben, j'ai une petite anecdote qui est très chouette. Il y a un grand entrepreneur français qui s'est intéressé à Swissbilling assez rapidement, qui est Patrick Drahi. Patrick Drahi, qui est le propriétaire du groupe Altis, de toutes sortes d'entreprises en France, et qui est plus à présenter. Et puis Patrick Drahi, on lui a fait toute une présentation sur Swissbilling, parce que ça l'intéressait. Il a d'ailleurs investi et fait des prêts avec nous au début. Mais lui m'a très vite dit, écoute, c'est vite vu, chaque fois que tu vends une paire de chaussures avec Swissbilling, tu gagnes combien? Et je me souviens que j'avais dû vite faire le calcul dans ma tête. Puis à partir de là, il avait construit toute la rentabilité de l'entreprise en 5 minutes, en me disant, écoute, bon, aujourd'hui, ton truc, c'est sympa, on en reparle quand vous vendrez 10 000 paires par jour, là, on commencera à refaire des... La valeur d'une entreprise, c'est quel est le profit que tu génères, et puis après, évidemment, dans certains cas exceptionnels, comment est-ce que les gens anticipent ta profitabilité si tu te développais beaucoup. Alors là, il faut que tu aies un produit qu'on appelle scalable, c'est-à-dire il faut que, à défaut de produire du profit aujourd'hui, tu sois assez convaincant pour montrer que tu vas pouvoir... grâce à un investissement supplémentaire. Oui, et grâce à ton marché, grâce à ton produit, grâce à beaucoup de choses, tu dois être très très convaincant de pouvoir montrer que demain, tu vas pouvoir énormément agrandir ton volume de vente facilement, etc. Alors, évidemment, ce n'est pas toujours facile de faire cet exercice. Question sur la digitalisation, hein, la robotisation, digitalisation, l'avancée technologique, l'intelligence artificielle. Quel impact
peut avoir cette avancée technologique sur des services tels que des services financiers, on va dire. Quel est ton regard là-dessus? Est-ce que tu es dubitatif ou tu penses que justement, dès qu'on touche à la finance, le côté humain est indispensable? Ou est-ce que tu penses qu'on va pouvoir gentiment remplacer des conseils et une qualité de service extrêmement forte à travers la technologie? Non, moi je ne suis pas... non, je crois que des aspects de la relation humaine sont fondamentaux pour créer de l'affect, pour créer du plaisir. Tu ne peux pas remplacer des gens à cet égard par des machines. Mais nous, dans notre activité, typiquement, j'avais calculé pour une conférence combien il m'aurait fallu de collaborateurs aujourd'hui, pardon, pas aujourd'hui, mais en 1920 pour faire le même travail qu'on fait aujourd'hui. Hein, là où il n'y avait pas d'ordinateur. On aurait eu besoin de 720 collaborateurs. Aujourd'hui, nous sommes environ 50. On aurait eu besoin de 720 collaborateurs pour taper des lettres, imprimer les factures, etc. Donc la digitalisation, c'est ce qui fait passer. Donc ça veut dire que dans 20 ans, tu n'auras besoin que 2 personnes? Non, on aura besoin de plus de personnes pour rendre plus de services. Tu comprends que le problème et l'ambition fondamentalement d'un service qui traite avec des êtres humains, c'est de leur offrir un accès à quelque chose qui fasse de l'expérience de paiement en l'espèce, hein, ou de l'expérience de financement, quelque chose de cool, de sympa, d'agréable. Et dans ce domaine-là en particulier, tu as besoin de soutien et de support pour les questions de la vie de tous les jours que tu as. Tu comprends, nous, il y a des gens qui font des achats le lundi et qui sont licenciés le mercredi et qui se retrouvent avec une panique tout d'un coup de se dire « mais j'ai acheté cette télévision et maintenant je vais faire comment pour la régler ?» C'est humain. Et ça, tu ne peux pas parler à un robot. Il faut que tu puisses s'appeler et puis qu'on te dise « ok, ben, on va pouvoir échelonner, on va trouver comment répartir sur plus de temps le remboursement. » C'est un petit exemple que je te donne. Non, mais c'est très Mais important, l'ambition, ouais. si tu veux, c'est que les tâches stupides, là où il y a peu de valeur ajoutée, Oui. c'est-à-dire finalement où il y a peu d'interaction, soient de plus en plus automatisées. Ouais. Et puis que là où on n'en fait pas assez, à mon avis, on n'est jamais assez disponible pour les gens, eh ben, on puisse en faire plus. C'est une bonne nouvelle, hein. Moi, je crois. Alors, mais Réflexion-là. la digitalisation, c'est surtout ça. C'est là où ça n'a pas beaucoup de sens. Ouais. Eh bien, simplifier, réduire, et pour donner peut-être plus de ressources à des choses où on n'a pas assez de services. C'est-à-dire, ton raisonnement, ça veut dire que l'avancée technologique va pousser l'être humain à à réfléchir à des services que jusqu'à maintenant, il n'avait pas le temps, pas envie de réfléchir. Oui, Parce- si c'est tu ça. veux un petit peu, ou pas les moyens de vraiment faire, hein, Ouais, parce que la ressource est absorbée ailleurs. d'accord. Si tu es... tu prends le cas des études d'avocat. Mhm. Quand moi j'ai fait le début de ma carrière, on avait tous une secrétaire à plein temps, Ouais. dont la fonction première était de bouger les 10 doigts rapidement sur un dictaphone, à partir d'un dictaphone pour taper des lettres. Aujourd'hui, beaucoup d'avocats font eux-mêmes leurs lettres et leurs procédures et consacrent le poste de secrétaire, au fond, à un poste plutôt lié à la gestion de la clientèle, à la gestion du rapport au client. C'est vraiment important aussi de se dire que voilà, la digitalisation, ça donne du temps pour l'homme. Enfin, c'est ce que je veux croire. Peut-être que je suis un optimiste. Non, mais c'est une belle formule, ça donne du temps pour l'homme, mais également, ça rejoint un petit peu cette... sur la crise sanitaire a quand même poussé les gens, je l'ai déjà dit plusieurs fois, à essayer de chercher plus de sens dans Oui. leurs activités. Hein. Oui. Et c'est vrai que de saisir, par exemple, des lignes comptables, par exemple, c'est peut-être pas la chose qui donne le plus de sens. Non, Mais- tu as raison. D'ailleurs, une entreprise comme la nôtre, comme toutes les entreprises, est confrontée à un défi énorme qui est de faire que ses collaborateurs et collaboratrices trouvent du sens dans ce qu'ils ou ce qu'elles font. Ouais. C'est plus suffisant de dire aux gens « travaille 8 heures ». Il faut que tu dises aux gens pourquoi ils les travaillent. Et qu'ils C'est trouvent, intéressant. ou elles puissent trouver, je suis sensible au il et au elle, et c'est pas du gender washing ou ce que tu peux penser, mais je pense que c'est très important de faire en sorte que les gens puissent avoir dans leur activité un sens de contribution. Tu n'as pas besoin d'être le docteur Schweitzer en train de vacciner des enfants lépreux en Somalie pour être quelqu'un de bien.
Tu peux te sentir heureux d'avoir bien accompli une tâche ou l'autre, où tu sais que tes collègues sont contents, où tu sais que tu as apporté quelque chose à toute l'équipe. Mais ce feedback-là, ce sentiment-là, voilà un vrai défi pour les employeurs et pour nous aussi, parce que très vite, dans la charge du travail quotidien que tu as, tu peux oublier ça, être juste factuel. Et aujourd'hui, la Suisse a moi je trouve une immense chance, c'est que le marché de l'emploi est extrêmement tendu, c'est-à-dire il y a peu d'offres et beaucoup de demandes, ce qui fait que les collaborateurs, les collaboratrices, ils ont la possibilité d'être un peu exigeants. Donc ça oblige l'employeur à se poser des questions. C'est intéressant. Donc ça veut dire que l'employeur, et je suis tout à fait aligné, le manager, c'est une responsabilité conjointe entre l'employé qui doit trouver le sens dans ce qu'il fait, mais également de l'employeur et du manager pour démontrer peut-être que l'employé ne voit pas le sens caché de ce qu'il est en train de faire. C'est ça. Hein. Mais de nouveau, tu vois, peut-être si je devais utiliser une image, c'est l'image d'une pyramide. C'est-à-dire qu'une relation avec un collaborateur, ça se construit depuis la base vers le haut. La base, c'est le respect, c'est l'organisation, c'est un certain nombre de choses sur lesquelles on doit tous être prudents. D'être attentif, d'être présent. Et puis sur ça, tu peux commencer à construire l'intérêt du poste. Et puis le sens du poste, c'est un petit peu la pointe. Et de nouveau, il y a autant de cas que d'employeurs et des employeurs pour qui c'est pas important et qui ne donnent pas de valeur à ça. C'est un choix. C'est pas notre cuisine. Voilà. On essaye en tout cas, je ne dis pas qu'on y parvient toujours. On essaye de trouver à donner du sens au travail des personnes qui nous font j'ai envie de dire vraiment l'honneur de consacrer 8 heures par jour à l'entreprise. Où sera Jean-Christophe Kalm dans 5 ans? Que fera-t-il? Quel projet aura-t-il encore fait? Alors moi je crois que dans 5 ans je serai toujours un peu comme l'écureuil dans sa roue, mais un écureuil heureux. Donc, non, mais j'ai toujours l'âge de cristal dans la tête avec cette petite souris qui cherche des glands partout. Et je la trouve touchante, moi, parce qu'il y a une sorte de passion dans la recherche de... Non, moi, j'adore Swissbilling. Donc, dans 5 ans, tout ce que je me souhaite, c'est de continuer à la développer. C'est vraiment un immense bonheur. Moi, j'aime tout. J'aime les collaborateurs et les collaboratrices avec qui on bosse. Ça se sent. Je les adore, franchement. Et ça fait toute ma joie de les voir. Donc, moi, j'ai été très puni par le Covid quand j'ai pas pu les voir. J'adore nos clients avec lesquels on a franchement des bons rapports et avec lesquels on essaie d'avoir des rapports justement où la valeur ajoutée est évidente et où ils se disent « Waouh, on est content de bosser avec eux ». Donc moi, j'adore ce que je fais. Mais je suis un créatif, donc moi, je suis quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, que ça soit chez Swissbilling, si j'ai la chance de pouvoir continuer à développer l'entreprise ou ailleurs, je suis un créatif, donc moi, j'aime créer. Ouais. Je m'ennuie jamais, donc j'ai beaucoup de chance. Ouais. C'est souvent dans les sociétés avec dans l'activité la plus rébarbative ou la plus, en fait, l'image la plus rigide, comme la finance, où on trouve les gens avec le plus d'humanité. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Merci à toi, Nicolas.